Système mondial d'analyse et de prévision de l'humidité des zones racinaires, GRAFS. Donc, les produits qui seront utilisés seront les produits que nous avons obtenus à partir de GRAFS et ERA5. Donc, les deux jeux de données sont externes à la plateforme de Digital Earth Africa et donc nous aurons à les importer pour les intégrer au niveau de la plateforme. Donc, au niveau du contexte, avant que je ne continue, est-ce que vous voyez bien le notebook? C'est suffisamment visible? Oui, c'est bon. C'est visible, Souma. C'est bon, merci. Donc, je vais rappeler certains concepts qui nous permettront de comprendre cette présentation. Donc, il s'agit ici de l'humidité du sol ou l'eau du sol, qui représente l'eau des surfaces terrestres qui ne se trouvent pas dans les rivières, les lacs et les eaux souterraines. Puisque cette clarification est nécessaire, mais c'est de l'eau qui réside dans les pores du sol. Donc, selon les types de sol, la concentration en eau qui va déterminer son humidité va varier. L'humidité du sol est donc une mesure de l'eau stockée dans la zone du sol qui est accessible aux racines des plantes. Donc, ici, nous nous intéressons non pas à la partie superficielle, mais à la partie souterraine, ce qui en fait un facteur contribuant de manière importante à la santé des plantes et au rendement des cultures. L'humidité du sol est la quantité totale d'eau, y compris la vapeur d'eau, dans un sol non saturé. Et là aussi, c'est bien clair, dans un sol non saturé, puisque lorsque le sol est saturé, cela va entraîner une asphyxie de la plante. Les fleurs, les arbres et les arbustes ont besoin d'un taux d'humidité qui est compris entre 21% et 40%. Là également, c'est en fonction de la zone écogéographique. Les légumes ont besoin d'une humidité du sol comprise entre 41 et 80%. Il faudrait aussi savoir qu'au niveau du sol, nous avons l'eau gravitationnelle, l'eau capillaire et l'eau hygroscopique. Et elles sont définies en fonction de l'eau dans le sol. Pour savoir si le sol est humide, il vous suffit de presser et lorsque la terre se colle, cela veut dire que le sol est humide. Le Global Root Zone Moisture Analysis and Forecasting Systems, GRAFS, est un produit par ANU. Le modèle estime l'humidité du sol à la surface entre 0 et 5 cm et dans la zone racinaire entre 0 et 1 mètre à une résolution spatiale de 10 km à l'échelle mondiale. Donc, c'est une donnée globale. En utilisant les précipitations mesurées par la mission Global Precipitation Measurement, GPM, et par assimilation du produit d'humidité du sol de la mission Soil Moisture Active Passive SMART. Donc, ce sont des données acquises par les satellites d'observation de la Terre et qui vont nous permettre d'avoir des informations ou des données qui sont relatives à l'humidité, aussi bien surfacique que dans la partie proche du sous-sol, en dessous du sol. Ce produit est régulièrement mis à jour et disponible sur le serveur CREDS en libre accès de la National Computational Infrastructure. Dans ce notebook, nous allons d'abord retrouver l'humidité de la surface et de la zone racinaire grâce au service thread OpenDAP du NCI. Et ensuite, nous allons comparer l'humidité du sol aux données des précipitations de ERA5. Comme d'habitude, avant de commencer le traitement ou l'exploitation du notebook, il nous faudrait charger les paquets qui sont nécessaires à l'exécution des cellules contenues dans le cahier. Donc, au niveau du chargement des paquets, nous allons importer les paquets Python qui vont être utilisés. Pour cela, nous allons mettre le percentage matplotlib inline et nous allons importer le DataCube, qui est le repositoire des données,
import NumPy as NP, qui nous permettra d'effectuer les opérations arithmétiques, import Rio XArray as Rio, qui nous permettrait de faire de certaines opérations sur les matrices, et import XArray as XR, qui nous permettra également de faire des opérations sur les données tabulaires et matricielles. À partir de From Digital Earth Africa Tools, nous allons charger load ERA 5 en faisant import load ERA 5. À partir de Digital Earth Africa Tools, plotting, nous allons faire l'import de display map qui nous permettra d'afficher nos résultats sous forme d'image ou de carte. Et à partir de Matplotlib, nous allons faire import pyplot qui nous permettra de faire la représentation graphique de nos données pluviométriques portant sur l'humidité du sol et les précipitations. Pour exécuter le travail également, il faudrait savoir quels sont les paramètres et définir les paramètres qui vont vous permettre de faire l'analyse. D'abord, on va définir le lieu et la période d'intérêt, déterminer la latitude centrale à analyser, déterminer la longitude centrale à analyser, déterminer également le buffer, c'est-à-dire le nombre de degrés carrés à charger autour de la latitude et de la longitude, ce qui nous permettra de définir la zone d'étude. Le time, c'est-à-dire la période pour laquelle nous voulons charger les données, c'est-à-dire la période d'étude que nous voulons considérer, et le output CRS, c'est-à-dire le système de référence des coordonnées dans lequel les données chargées doivent être reprojetées. Et ce CRS-là, maintenant, va être déterminant si vous voulez l'utiliser dans un système d'information géographique pour d'autres analyses complémentaires. Donc, cette première cellule ici, lorsque nous avons chargé les données, à titre d'information également, pour des raisons de temps et d'utilisation de l'Internet pour éviter l'accès erratique au réseau, j'ai exécuté les cellules, ce qui fait que au niveau de la première cellule ici, vous voyez que le 1 est affiché. Donc, cela veut dire que ces paquets Python ont été chargés. Après avoir défini les paramètres de la zone d'étude, ici, nous avons la latitude qui est égale à 9,772 406 et la longitude qui est égale à 8,947 996. Nous avons défini ici un buffer pour la latitude et la longitude qui est égale à 0,02. La période qui nous intéresse, c'est 2017-2020. Mais pour information également, nous vous disons que les données sur l'humidité du sol sont disponibles pour la période à partir de 2015 jusqu'en 2020. Donc, tout travail que vous voulez effectuer, il faudrait avoir à l'esprit et à l'idée la période, le temps où les données sont disponibles. Ici, c'est de 2015 à 2020. Donc, nous avons choisi ici notre période d'étude, 2017 et 2020. Donc, on est dans cet intervalle de 2017-2020. Nous avons également choisi le output CRS pour le référentiel, le EPSG 6933, qui nous permet d'éviter les zones. Puisque si nous utilisons le UTM, nous allons nous retrouver avec des différentes zones et la coïncidence de la zone d'étude peut poser problème. Nous allons exécuter, donc charger cette cellule, ce qui fait que le numéro 2 dans la suite des opérations est effectué. Nous allons combiner maintenant la latitude et la longitude en tenant compte du buffer que nous avons défini qui était égal à 0,02. En utilisant cette formule, la lat range est égal à la latitude moins la latitude définie par rapport au buffer, 0,02, et latitude plus 0,02, ce qui va nous donner l'étendue en latitude. Et long range va nous donner la longitude moins 0,02 et longitude plus 0,02 qui nous permettra d'avoir l'étendue également en longitude. Nous allons exécuter, donc ce qui va permettre au système de pouvoir déterminer l'étendue spatiale de notre zone d'étude. Nous allons afficher l'emplacement qui a été sélectionné et nous allons exécuter display map. X est égal à long range et Y est égal à lat range. Et lorsque nous exécutons cette cellule, nous sommes ici au niveau de la cellule 4, notre zone d'étude va s'afficher, qui est représentée à l'intérieur de la ligne rouge, c'est-à-dire de la figure géométrique rouge ici. Donc, en utilisant le plus et le moins, je peux changer le niveau
de visibilité ou augmenter le niveau de visibilité au niveau de ma zone d'étude. Et ce qui explique le choix de cette zone d'étude également, c'est tout simplement, on a ici une étendue d'eau qui correspond à une retenue d'eau ici, qui bloque les cours d'eau et forme un réceptacle d'eau ici. Et nous avons également des activités agricoles que vous pouvez constater en regardant selon la réponse spectrale et la forme géométrique des parcelles cultivées. Nous avons également des cours d'eau qui s'écoulent vers cette retenue d'eau. Et donc, en parlant d'humidité du sol, il faudrait que l'on tienne en compte ces éléments au niveau de la zone d'étude, puisque il faudrait savoir que dans cette zone, nous allons avoir les précipitations, mais également faire des observations in situ pour déterminer la profondeur ou la proximité des aquifères. Il y aura également un microclimat qui va être défini dans cette zone en raison de la présence de cette retenue d'eau. Donc, ces éléments-là doivent être pris en considération lorsque vous faites votre travail. Mais nous, ici, nous allons utiliser les données obtenues par les satellites d'observation de la Terre qui vont nous permettre d'avoir des informations en plus des données in situ qui pourraient être obtenues. Mais nous savons que la collecte des données in situ est time consuming, c'est-à-dire prend du temps et est également onéreuse. La récupération de l'humidité de surface et de la zone racinaire. L'humidité de surface est mesurée par rapport à la condition la plus humide enregistrée pour un emplacement. L'indice d'humidité du sol de la zone racinaire est dérivé de l'humidité relative de la surface. Donc, nous allons charger une fonction qui pourra nous permettre de déterminer l'humidité du sol. En faisant define load soil moisture, nous allons charger soil moisture en tenant compte de la latitude et de la longitude et de la période. Le produit que nous allons utiliser est surface et l'application ou le traitement qui sera exécuté est un rééchantillonnage qui va utiliser le nearest neighbor. Les produits ont été chargés à partir de ce lien HTTPS DAP00MC et au niveau de graphs. Nous allons donc considérer ici la surface, l'humidité de surface, root zone, l'humidité au niveau racinaire, et ces éléments-là vont être chargés. Le rééchantillonnage utilise ici le nearest, le plus proche, en tenant compte maintenant de la latitude et de la longitude. Donc, ces éléments sont spécifiés. Nous allons partager les fenêtres en année et nous allons utiliser l'intervalle journalier et l'intervalle annuel en utilisant M, B pour jour et Y pour année. À partir des produits graph topsoil relative wetness, c'est-à-dire la donnée graph qui porte sur l'humidité relative de surface et l'humidité relative au niveau de la zone racinaire. Nous définissons les années et nous demandons au système de l'imprimer. Ces données vont être chargées à partir de OpenDate et nous allons obtenir nos résultats. Donc, lorsque nous exécutons cette requête, le 5 est affiché et nous passons au niveau 6 pour récupérer les paramètres, les données que nous avons demandé de charger. Et pour récupérer ces éléments-là, nous avons écrit surface wetness, c'est-à-dire l'humidité de surface, en faisant load, en utilisant la fonction load soil moisture, en définissant la latitude, c'est-à-dire par rapport au lat range, en définissant la longitude en tenant compte de long range, la période que nous avions définie et le rééchantillonnage que nous avons indiqué. On exécute et ces éléments-là sont chargés ici. Donc, nous avions défini la période de départ comme étant 2017. Donc, notre premier élément, nos premières données vont être ici, topsoil relative wetness, c'est-à-dire l'humidité relative surfacique du sol, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020. Nous exécutons la deuxième requête qui porte sur l'humidité au niveau de la zone racinaire. On fait load soil moisture, c'est-à-dire charger l'humidité du sol en tenant compte également de la
zone d'étude, latitude et longitude, la période qu'on avait définie et le produit route zone en utilisant le même rééchantillonnage qui est le plus proche, nearest. Le système nous charge, on exécute en cliquant sur Run et ces éléments-là vont être chargés pour 2017, 2018, 2019 et 2020. Une fois que nous avons chargé maintenant ces données, nous pouvons maintenant faire une représentation graphique de l'humidité au niveau de la surface et de l'humidité au niveau de la zone racinaire selon les périodes que nous avions définies. Donc, nous avons fait un rééchantillonnage à partir des données journalières et des données mensuelles et nous avons rééchantillonné pour avoir les valeurs mensuelles moyennes pour l'humidité de surface en faisant surface wetness, resample en utilisant la période, le mois, et en obtenant ici, en utilisant la moyenne mensuelle. Pour l'humidité racinaire également, nous avons fait root zone que nous avions obtenu wetness. On a rééchantillonné en mois en utilisant la moyenne mensuelle. On exécute et nous définissons maintenant les paramètres qui vont nous permettre de représenter ce graphe. Surface wetness, relative wetness mean, latitude, longitude et plot, c'est-à-dire on fait la représentation, on demande au système de faire la représentation et on définit la taille de la figure. Le titre sera surface. L'autre élément va porter sur route zone wetness en utilisant la moyenne, latitude, longitude de la zone d'étude. On demande au système de faire une représentation plot et de l'intituler route zone. Donc, lorsqu'on exécute cette cellule, numéro 9, nous obtenons ce graphe. Je vais réduire un tout petit peu pour permettre de voir cela de façon beaucoup plus... voilà. Donc, nous avons ce résultat-là qui est obtenu. La légende ici en bleu nous donne l'humidité en surface et en orange ici, nous avons l'humidité au niveau racinaire. La période que nous avions définie était de 2017 à 2020. Donc, nous avons commencé à partir du mois de janvier 2017 jusqu'au 1er janvier, jusqu'au mois de janvier 2020. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Durant janvier, février, jusque vers le mois d'avril-mai, qu'est-ce que nous avons? C'est la période sèche. Donc, l'humidité en surface diminue puisqu'il n'y a pas de précipitation. Par contre, l'humidité au niveau racinaire est un peu plus élevée dû au fait que la partie souterraine n'est pas exposée au rayonnement solaire ni au vent, puisque ce sont ces variables météorologiques, vent, soleil, qui vont favoriser l'évaporation de l'eau. Par contre, au niveau racinaire, cette partie est protégée. Et c'est ce qui permet à la plante ou à la végétation d'avoir de l'eau qui lui permet de survivre ou d'être en phase de veille pour attendre les premières précipitations qui vont permettre l'éclosion des éphémères et progressivement le développement du cycle végétatif normal des plantes. Et là, lorsque les précipitations commencent maintenant vers le mois d'avril-mai, nous voyons que l'humidité en surface commence à augmenter pour atteindre son maximum vers le mois d'août, juillet, août. Et ça commence à redescendre en tenant compte du régime pluviométrique dans la zone pour atteindre son niveau le plus bas à la fin de la saison des pluies, donc vers octobre, qui correspond dans notre zone considérée à la fin de la saison des pluies. Et nous avons un autre cycle qui indique que l'humidité de surface a diminué. Mais ce qui se passe est que, en tenant compte de la zone racinaire, au fur et à mesure que la précipitation s'installe, nous voyons qu'il y a un petit décalage entre la période où la précipitation est observée et l'humidité du sol au niveau racinaire. Et là, maintenant, cela se justifie parce que tout simplement, comme on l'avait indiqué au début, selon les types de sol, il faudrait maintenant prendre en compte le temps de percolation
d'infiltration vers la zone racinaire. Et cela va dépendre également de l'épaisseur de sol que nous avons dans ce secteur-là. Et donc, c'est ce qui explique ce décalage entre la période où la précipitation, l'humidité en surface est constatée et l'humidité au niveau racinaire. Et donc, c'est ce qui explique ce déphasage entre surface et zone racinaire qui, maintenant, au fur et à mesure que la précipitation diminue, il y a percolation qui augmente la concentration d'humidité à l'intérieur des racines qui permet maintenant à la plante de survivre durant toute cette période et de reprendre son cycle végétatif. Donc, cette période, elle est très importante et s'il y a un décalage au niveau des précipitations, il n'y aura pas d'infiltration ou de percolation suffisante pour humidifier la partie racinaire. Donc, c'est ce que nous avons constaté ici. Et nous voyons qu'au moins entre 2017 et 2018, le cycle est normal. Entre 2018 également et 2019, nous avons un cycle également suffisamment normal. Mais vous voyez que vers 2018, entre la période sèche et on a eu une petite phase humide qui s'est déroulée avant que la précipitation saison normale ne commence vers le mois de mai pour atteindre son maximum en août-septembre et redescendre. C'est ce qui est reconstaté ici. En 2019, vers le mois de mars, on a eu des précipitations qui ont permis une humidité au niveau surfacique, mais l'humidité au niveau racinaire n'était pas très importante pour être au-dessus de la zone surfacique. Et c'est ce qui continue à ce niveau-là pour indiquer ce déphasage-là entre la précipitation et l'infiltration, et ainsi de suite. Nous constatons également ici que la précipitation a été un peu importante, ce qui a permis une réduction de la précipitation et un accroissement de l'humidité au niveau racinaire, compte tenu des apports antérieurs qui ont continué à s'infiltrer dans la zone d'étude. Et nous avons ce graphique qui atteint son maximum ici au moment de la précipitation et un déphasage au niveau du maximum au niveau racinaire et cela décroît. Donc ça, ce sont des éléments que nous avons et qui nous permettent maintenant de faire cette relation entre l'apport pluviométrique en surface et l'infiltration qui permet d'alimenter la zone racinaire et permettre aux végétaux de tirer les éléments nutritifs à leur croissance et favoriser une bonne phénologie. Nous allons maintenant enregistrer les résultats sous forme tabulaire, sous forme de fichier CSV, en convertissant les ensembles de données d'humidité de surface et d'humidité de la zone racinaire en data frame. Pour ce faire, nous allons faire surface wetness DF, qui est égal à surface wetness, humidité relative en utilisant la moyenne, latitude et longitude, to data frame, root zone également, wetness, soil water index, mean, latitude, longitude, to data frame. Nous allons joindre les deux data frames par soil moisture DF est égal à surface wetness DF en utilisant la fonction ici merge, root zone wetness, left index, true, et nous définissons les paramètres de représentation. Nous allons renommer les colonnes, soil moisture en utilisant la colonne ici, humidité relative, surface relative wetness, humidité relative de surface, et root zone soil water index, c'est-à-dire index d'eau au niveau du sol dans la zone racinaire. Et nous donnons comme header, c'est-à-dire en tête, soil moisture. Donc, le tableau va apparaître, nous allons exécuter cette cellule en cliquant sur Run et nous avons comme résultat ce tableau qui nous donne les éléments que nous avons définis comme surface relative wetness, humidité relative de surface et humidité au niveau de la zone racinaire. Donc, la période ici qui est affichée par rapport, c'est juste un extrait du tableau que nous avons converti, des données que nous avons converties sous forme de tableau. La période ici, nous avons le 31 janvier 2017 où nous avons l'humidité en surface et l'humidité au niveau racinaire. Donc, vous constatez qu'en janvier, nous avions une valeur de 0,067 et au niveau racinaire, une valeur de 0,086. Donc, ce qui veut dire que
durant la période sèche, on a toujours de l'eau au niveau racinaire. Et nous voyons également que en 2017, le 31 mai, la valeur au niveau surfacique est égale à 0,454, donc une certaine humidité en surface. Et au mois de mai, au niveau du root zone, nous avons une valeur de 0,270. Donc, ce qui veut dire que au fur et à mesure que la précipitation augmente, la valeur d'humidité du sol au niveau racinaire également augmente, parce que nous passons de 0,85 à 0,270. Nous allons enregistrer ces résultats également sous forme de fichiers en définissant Soil Moisture, DF-CSV, c'est-à-dire on veut les convertir en CSV, et le résultat de cette humidité du sol en tenant compte de la période de départ, time 0, et la période de fin d'étude, time 1. Et nous avons sous format CSV. Nous exécutons et le document est sauvegardé en fichier CSV. Ce que nous voulons faire après, c'est de comparer l'humidité du sol aux données de précipitation obtenues à partir de RA5. La première cellule va charger le paramètre de précipitation en tenant compte de précipitation, quantité par heure et son accumulation à partir de la donnée RA5. En tenant compte du temps d'exécution, la cellule a été déjà exécutée, c'est pourquoi nous avons la valeur numéro 12 et les paramètres ont été spécifiés. var precipitation est égal à précipitation quantité par heure en tenant compte de l'accumulation, en utilisant le load RA5, en définissant également la donnée var précipitation que nous voulons obtenir, la latitude, la longitude, la période et en utilisant la réduction de fonction NP sum qui nous permet de faire la sommation. Ces données, une fois obtenues, nous allons les convertir, c'est-à-dire passer des mètres en millimètres. Donc, la précipitation ici, var precipitation, est égale à precipitation, les brackets, var precipitation, qu'on multiplie par 1000 pour avoir les valeurs en millimètres. Nous avons exécuté et nous allons maintenant faire la représentation graphique en tenant compte de l'humidité et des précipitations. Donc, nous avons défini ici les paramètres de représentation du graphique et indiqué l'humidité de surface, l'humidité au niveau racinaire et les précipitations. Nous avons défini également la légende pour ces éléments que nous voulons représenter. Nous exécutons et cela nous donne ce graphe où nous avons ici la précipitation en orange et l'humidité au niveau racinaire en noir. Donc, ce qui est en bleu, nous allons considérer ici précipitation et humidité au niveau racinaire. Donc, ce qui est en bleu correspond à l'humidité en surface. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici? Avec les précipitations, au fur et à mesure que les précipitations s'installent, vous voyez que on n'avait pas de précipitation, donc les valeurs tendaient vers 0. Ce qui montre ici, au niveau précipitation, une décroissance de la courbe et au niveau noir en noir, humidité au niveau racinaire également qui décroît parce qu'il n'y a pas d'apport à partir de la surface. Mais une fois que les précipitations commencent à s'installer, ce que vous voyez ici, donc les précipitations également sont irrégulières et les volumes précipités également varient dans le temps et dans l'espace. Donc, ce qui nous montre ici, au niveau de la représentation, une reprise au niveau racinaire, au fur et à mesure qu'au niveau surfacique, il y a un apport de précipitation. Ce que vous constatez ici en orange avec les différentes valeurs précipitées durant les différents mois. Donc, au fur et à mesure que les précipitations s'installent en tenant compte, il y a l'accumulation en surface qui augmente, mais également l'humidité au niveau racinaire qui suit la percolation et l'infiltration compte tenu du sol que nous avons dans la zone d'étude. Donc, ce qui exige ces déphasages, on a beaucoup plus d'humidité au niveau racinaire vers la fin ou lorsque les précipitations commencent à se réduire. Vous voyez qu'au niveau surfacique, on a une tendance à la baisse. Par contre, l'accumulation au niveau racinaire persiste
tenant compte aussi et permettant à la plante de compléter son cycle végétatif avant de rentrer dans la nouvelle phase sèche. Et ces éléments-là vont être perceptibles également lorsque vous voyez l'indice normalisé de différence de végétation qui nous donne l'activité chlorofyllienne au niveau de la plante, puisque au fur et à mesure que la précipitation diminue, les feuilles, l'activité photosynthétique diminue et la survie ou l'apport en nutriments est obtenu à partir de la zone racinaire pour compenser le déficit au niveau surfacier. C'est la même chose pour la période de 2018, où nous avons, vous voyez, l'irrégularité des précipitations d'une année à une autre, mais le comportement au niveau surfacique, humidité, et le comportement au niveau racinaire suit les apports en précipitation. Donc, c'était ce que nous avions à vous présenter dans ce notebook concernant l'humidité du sol. Merci pour votre attention. Je suis à votre disposition. Merci bien. Kenneth, à vous.